Donc bonjour à tous, ou bonsoir. Donc je voulais faire un petit résumé du mois qui s'est écoulé, le mois de septembre, par rapport à toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues, etc. et qui ont un petit peu pesé sur les marchés et qui peuvent encore continuer à peser. L'économie mondiale déjà se portait pas super bien à la fin de l'été, avec toutes les pénuries qu'il y a eu depuis le début de l'été en fin de compte. Euh, L'inflation, bon, d'abord c'était des craintes d'inflation. Ça s'est transformé en inflation. Et puis là, c'est une confirmation d'inflation quelque part. Mais bon, ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, vous avez que, voilà. Par exemple, ici, c'est dans Bloomberg de Fixed Income, la partie donc liée aux obligations d'État. C'est que la dette américaine, en fait, doit être étendue euh, en octobre, sinon les États-Unis seraient en défaut de paiement sur leur dette. Alors, ça c'est quand même assez sérieux, assez grave pour un pays comme les États-Unis si jamais il faisait défaut, parce que les États-Unis, il ne faut pas oublier qu'ils ont comme statut, en fait, le fait qu'ils aient le droit d'émettre une monnaie qui leur donne un privilège exorbitant qui s'appelle le dollar. En fait, c'est leur monnaie et notre problème. Le fait qu'ils doivent honorer leurs dettes, en fait, c'est quelque chose de très important pour la confiance des investisseurs envers les bons du Trésor américain. Souvent, c'est le 10 ans sur lequel ils investissent. Et en fait, si les États-Unis n'honoraient pas leur créancier, en fait, ça serait très problématique pour la suite. Mais bon, on nous espérait que normalement, ils vont étendre la limite de la dette, etc. Bon, après, il y a un débat de fond sur le fait que c'est un Ponzi, la dette américaine, etc. C'est qu'un jour, ils vont pas la payer ou bien la payer en monnaie de singe. Mais bon, disons qu'on va pas entrer dans ce sujet-là maintenant parce que ça serait trop long, trop profond et compliqué. Donc voilà. Juste, je clique sur ça que vous puissiez peut-être voir un petit peu en fait de quoi il en ressort. Sinon, voilà. C'était le fait que les bons du Trésor, en fait, les États-Unis ne pouvaient plus émettre de dette sur les marchés si ils n'avaient pas l'aval du Sénat. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà. Ça, c'était d'une part. D'autre part, bon, il y a eu des ventes, mais ça, c'était après. La panique avait commencé, mais en fait, c'était à la suite d'Evergrande. Donc c'était Evergrande Meltdown, Answer Stock with very little channel links. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a eu la panique sur Evergrande, c'était aux alentours de mi-septembre. En fait, même les actions qui n'avaient pas de lien direct avec Evergrande, en fait, ont chuté parce qu'on avait peur d'un risque systémique sur les marchés à la Lehman Brothers, en fait, comme en 2008. Sauf qu'en 2008, c'était une banque, là, c'est un promoteur immobilier, mais toujours, ça prend comme domaine l'immobilier. Donc, tout ça pour dire que quand même le marché immobilier est un marché central dans n'importe quel pays. Et s'il s'effondre ou il y a quelque chose, il y a un gros problème en lien avec, en fait, il fait s'effondrer les banques et ça crée une perte de confiance sur les marchés. En fait, voilà, c'est vraiment c'est le marché central qui peut faire tout dégringoler. Euh, je ne sais pas si on peut avoir un crack de marché action sans que ça impacte l'économie, par exemple, peut-être, mais on ne peut pas avoir un crack du marché immobilier sans que ça impacte le marché action et l'économie réelle également. Donc voilà. Donc il y avait eu des craintes par rapport à ça. Et voilà, c'est bon, ça c'était des indicateurs en ce qui concerne les actions qui avaient été le plus impactées. Là, on voit que ça avait l'air d'être le Nasdaq en grande partie. Le Nasdaq qui avait perdu plus de 2%, le S&P 500 un petit peu plus de
petit peu plus d'1,5%, et même chose pour le Dow Jones Industrials. Donc voilà. Et il y avait des craintes par rapport au ralentissement de la croissance chinoise. Et donc ça aussi, ça a pesé parce que les Chinois sont à la fois suppliers, c'est-à-dire qu'ils sont fournisseurs, et également ils sont clients. Voilà. Ils peuvent être fournisseurs et clients. Et donc voilà, par exemple, l'indice MSCI Emerging Markets ex-China, il avait quand même perdu 2%. Pourtant, c'est un ETF qui exclut la Chine. Voilà. Donc c'est ça que, en fait, on avait vraiment peur d'un risque systémique. Bon, à côté de ça, il y avait également ce qu'on appelle les junk bonds, qui, en fait, ça c'est le yield, c'est le taux d'intérêt sur les US High Yield Spread to Treasuries. Il me semble que c'est les obligations, c'est-à-dire c'est les bons. Voilà. Ouais, bon. Il me semble que c'est... Oui, c'est US High Yield Spread to Treasuries. Oui, c'est-à-dire c'est la différence entre le high yield, c'est-à-dire les prêts, les bons du trésor à haut rendement, et les bons de l'État américain. En fait, c'est la différence, c'est-à-dire que normalement, quand tout va bien, la différence ne devrait pas être monstrueuse, mais quand ça va mal, en fait, la différence est élevée parce qu'en fait, les risques de défaut sont, sont plus élevés. Voilà. Donc, en tout cas, il y avait eu des problèmes par rapport à la Chine et par rapport au risque de défaut d'Evergrande par rapport à ses créanciers. Ensuite, on a parlé du tapering de la Réserve fédérale avec Jerome Powell, etc. Ça, c'était encore un autre problème. Bon, les chiffres que vous voyez là, c'est pas en direct, ça date du 20 septembre. Donc, il devait y avoir certaines annonces de la part de la Réserve fédérale. Bon, ils ont annoncé à peu près comme ils devaient le faire, qu'ils allaient tout doucement reprendre en fait le tapering, c'est-à-dire arrêter les rachats d'actifs sur les marchés et essentiellement les rachats de dettes de l'État américain. Et donc ça, malheureusement, c'est un signal qui, en 2018, n'était pas très bon sur les marchés. Et donc, bon, étonnamment, on a vu que les premiers jours, cette annonce-là, qui était déjà attendue d'ailleurs, ils avaient préparé en fait en donnant à chaque fois des petites fractions d'annonce. Cette annonce-là n'a pas été accueillie avec beaucoup de nervosité. Ils ont expliqué qu'ils ne remonteraient pas les taux d'intérêt avant plusieurs mois. Mais il faut dire aussi également que, bon, ils ont répété, c'est-à-dire le FOMC, le groupe enfin, Jerome Powell en tout cas, que l'inflation, une fois de plus, était temporaire. Et là, bon, vous voyez juste, cela dit en passant, que Jerome Powell dit qu'il n'a pas l'intention d'interdire des crypto-monnaies. Bon, c'est une information supplémentaire, là, c'est juste pour info. Et donc voilà, donc il y avait eu les déclarations de la Réserve fédérale, il y avait également Christine Lagarde. Mais ça, normalement, c'était pas censé déclencher des choses gravissimes. Ensuite, oui, il y a eu quelques mauvaises nouvelles par rapport à la tech en Russie, Google et Apple, mais bon, ça, normalement, c'était pas critique et c'était avant. Et également, oui, ça, c'était au début du mois de septembre. C'était, voilà. En fait, il faut savoir que quand la Réserve fédérale arrête le rachat d'actifs sur la dette américaine, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des produits comme ce qu'on appelle le T-Note, le Treasury Note, c'est-à-dire c'est la dette américaine sur 10 ans, qui a en fait le T-Note, là, il a un certain taux d'intérêt. En fait, vous voyez le graphe du taux d'intérêt, du rendement donc du T-Note.
ce T-note, bon, là on était, d'un point de vue de l'analyse technique, on était dans un zigzag depuis plusieurs semaines. On attendait en fait de voir par où ça allait partir. Et avec les déclarations de la Fed, donc le taux d'intérêt s'est élevé parce que finalement, il n'y a plus autant d'acheteurs que ça qui se précipitent, qui préfèrent attendre que la Fed arrête leur achat d'actifs. Ou peut-être qu'ils ont commencé à diminuer leur achat de dette. Et justement, moins il y a d'acheteurs, plus le taux d'intérêt grimpe. Et donc là, vous voyez le taux d'intérêt qui commence à grimper. Qu'est-ce qui se passe avec ce taux d'intérêt? C'est que la dette américaine, avec ce rendement de 1,5% par année, par exemple, pour aujourd'hui, elle concurrence en fait le rendement sur les marchés financiers. Donc plus ce taux d'intérêt-là sera élevé, plus les marchés financiers risquent de mal se porter. Parce que par exemple, ici en 2018, vers octobre 2018, le taux d'intérêt quand même du T-note était à 3%. C'est-à-dire que vous avez possibilité d'avoir un rendement annuel sur le capital de 3% sans prendre en théorie aucun risque. Voilà, c'est-à-dire c'est le rendement sûr et certain. C'est d'ailleurs c'est comme ça que faisaient les gérants de fonds pour allouer leurs actifs. Donc en tout cas, voilà. Quand on a eu cette hausse des taux d'intérêt, on a en fait la tech immédiatement qui est impactée. Et en fait, il y a des rotations sectorielles qui s'effectuent et la tech est vendue parce que bon, c'est des entreprises qui pour beaucoup, sauf peut-être un petit peu les GAFA, mais encore, comptent sur des taux d'intérêt en fait qui restent bas. Et aussi, il faut qu'il y ait des rendements du T-note qui les concurrencent pas en fait, parce que disons que ça s'appelle les actions, les growth stocks en anglais, c'est-à-dire c'est la partie des marchés actions qui ne délivre pas de dividendes. Et en fait, quand on achète l'espérance de croissance future, etc. Et ce genre d'entreprises, elles ont besoin de beaucoup réinvestir, de refinancer leurs dettes pour certaines d'entre elles, etc. etc. Donc, c'est elles qui sont le plus impactées dans les valorisations. Ensuite, il y a eu toujours donc la peur d'un scénario d'Evergrande à la Lehman Brothers, donc comme dit. Et puis toujours en fait, cette peur de l'inflation à propos de l'économie mondiale. En fait, on a vu que dans beaucoup de pays, l'inflation progresse. Et par exemple, et surtout, ce qui fait peur, c'est l'inflation des prix à la production. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est la future inflation. C'est l'inflation sur la production d'aujourd'hui, qui seront en fait les produits de demain. Au Canada, bon là j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais au Canada par exemple, l'indice des prix à la production, l'inflation de l'indice des prix à la production sur une année, en glissement annuel, c'est-à-dire de août 2020 à août 2021, avait augmenté de 16%. 16%, c'est énorme, ça n'a pas été vu depuis des décennies. On voyait un petit peu aux États-Unis, c'est de l'ordre de 8%, en zone euro c'est un peu moins que ça, mais ça reste quand même important. Et plus il y a d'inflation, en fait, plus vous avez de chances que les banques centrales interviennent rapidement pour cesser leur achat d'actifs et pour remonter les taux d'intérêt. Et ça ferait plonger les marchés. Et c'est pour ça que les marchés ont commencé, en fait, à avoir peur de partout, parce qu'il y avait le risque d'inflation, il y avait la remontée des taux, le risque de tapering plutôt excessif, etc. Et en fait, il y avait vraiment plusieurs choses qui faisaient que, voilà. Et donc là, aujourd'hui, comme vous voyez, stocks future begin new quarter with decline, c'est-à-dire qu'on commence le nouveau trimestre avec une baisse encore des futurs sur les actions américaines. Et donc moi, je ne serais pas plus étonné que ça. La débâcle continue pour les indices américains, en fait. Voilà, merci, abonnez-vous.